Le bull run, période dont tous les investisseurs crypto rêvent, où le marché et quasiment toutes les crypto-monnaies montent à une vitesse inimaginable, où en quelques semaines, des fortunes se créent, des vies changent. Et de plus en plus, on entend dire qu'il n'arrivera plus, que le cycle est terminé. Si c'est ce que vous pensez ou que vous doutez sur la situation actuelle, eh bien posez-vous et regardez bien jusqu'à la fin car vos doutes vont disparaître. Et vous allez comprendre comment profiter de la situation actuelle. On va commencer par analyser rapidement la psychologie de marché grâce à 3 indicateurs simples. Le premier, c'est le Fear and Greed Index, donc l'indicateur de peur ou d'avidité. C'est un indicateur qui va prendre en compte les émotions sur les réseaux sociaux, si les particuliers pensent que les prix vont monter, baisser, etc. Et ça va donner une note entre 0 et 100. Sachant que 0, c'est la peur extrême, et 100, c'est l'avidité et l'engagement extrême. Et aujourd'hui, on est à 49, donc c'est absolument neutre. Et si on regarde l'historique, on sort d'une période de peur assez importante, où on est allé toucher 17 et 22. Donc c'est des zones de peur et de vente où tous les particuliers se mettent à vendre en même temps. Donc c'est vraiment des zones de peur extrêmement importantes. Et c'était pas arrivé depuis 2022. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent rarement. Et les 2 pics de peur, donc le 6 août et le 6 septembre, sont arrivés, comme d'habitude, au plus bas du marché. Donc les gens ont eu peur parce qu'il y a eu une grosse baisse, ils ont vendu le jour du plus bas ici, le 6 août, et le 6 septembre. Voilà, donc les 2 jours les plus bas, c'est là où les particuliers avaient le plus peur et où ils ont le plus vendu. Donc comme quoi, les particuliers, à court terme, ont toujours tort. Et c'est parce qu'ils suivent leurs émotions, leurs instincts, et qu'ils n'ont pas de plan précis. Donc si vous regardez la vidéo, et vous avez vendu des cryptos entre août et septembre, vous êtes victime des biais psychologiques et vous avez pris les pires décisions financières possibles, en agissant sous le coup de vos émotions, de votre peur, etc. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si on regarde entre le 5 mars et le 15 mars, allez ici les 2 pics d'avidité, où donc là on avait entre 90 et 83% des investisseurs particuliers qui se positionnaient sur les crypto-monnaies, on peut voir que entre le 5 et le 14, c'était ici. Donc c'était la fin de la hausse, et donc ils ont acheté un prix moyen peut-être de 70 000 $, donc au plus haut. Et donc on peut voir que lorsque les particuliers paniquent, c'est généralement le pire moment pour le vendre et le meilleur moment pour acheter. Les moments où les particuliers sont euphoriques et achètent massivement, c'est certainement les meilleurs moments pour vendre et les pires moments pour acheter. Le deuxième indicateur, c'est Google Trends. C'est un outil de Google qui permet de connaître le nombre de recherches pour un sujet au fur et à mesure du temps. Et si on cherche Bitcoin pour tous les pays du monde depuis 2004, on peut voir qu'on est très bas. On est à 17% du plus haut qui avait été touché en 2017, et encore beaucoup plus bas qu'en 2021. Là, il y a à peu près autant d'intérêt qu'en octobre 2022 ou en septembre 2023. Fin 2022, c'était ici, et fin 2023, c'était ici. Donc à chaque fois où il y a un gros moment de désintérêt et où les particuliers ne font plus de recherche, ne s'intéressent plus, c'est généralement où déjà c'est assez neutre, personne ne se positionne sur le marché, et il n'y a plus d'intérêt, c'est généralement les meilleurs moments pour investir. Ici, on avait eu le plus bas de l'intérêt au plus bas du marché ici, au plus bas du marché ici, et ça ne m'étonnerait pas qu'encore une fois, ce soit le plus bas du marché ici, et qu'on commence à reprendre une hausse. Et le troisième indicateur, c'est les cartes thermiques de liquidation. Avant d'analyser cet indicateur, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une liquidation. Donc sur les marchés, il est possible de prendre une option. C'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent pour investir de l'argent que vous n'avez pas. Et le prêteur va donc vous fixer un prix où vous êtes forcé à vendre pour pouvoir lui rembourser l'emprunt que vous lui avez fait. Ça c'est assez logique. Et dans ce cas-là, vous êtes liquidé. On va faire un petit cas pratique. Je dépose 1000 € sur une plateforme et j'emprunte 1000 €. Et donc faire un levier de 2. Si le prix baisse de 50%, ma position investie à 2000 € vaut aujourd'hui 1000 €, donc je dois tout vendre pour rembourser les 1000 € de mon prêt. Et il me reste plus rien, je suis tout nu, j'ai tout perdu. Donc ça c'est les risques des leviers, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi des leviers de 5, 10, 15, 20, 100, bon voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et une grande partie des investisseurs utilisent ces leviers. Et on peut voir sur la carte thermique des liquidations, l'évolution dans le temps pour chaque prix, la valeur en dollars des liquidations. Donc c'est la somme des liquidations, des prix de liquidation des investisseurs. Et donc plus la chaleur est haute, donc plus on est sur du jaune, plus il y a énormément d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est le but des gros joueurs. Pour eux, c'est de faire des bénéfices, clairement.
Et donc ils vont avoir un intérêt financier à venir liquider les positions, donc à aller rejoindre les prix de liquidation pour que les particuliers doivent rembourser leurs prêts et soient forcés à vendre. Puisque comme ça, c'est les gros joueurs qui ont la main, qui font bouger le marché, qui décident de ce que vont devoir faire les investisseurs particuliers. Ils vont les forcer à prendre des décisions. Et ça fait depuis juin qu'on a 3 gros blocs de liquidation ici. On en a un premier autour des 67 000 ici qui commence à se dessiner. On en a un énorme ici où on a peut-être une centaine de milliards d'options qui vont être liquidées si le prix touche les 70 000. Et une deuxième grosse zone ici d'une cinquantaine de milliards si jamais les prix touchent les 72-73 000. Et si on dézoome, c'est encore plus marquant. Et donc le prix peut donc continuer à ne pas bouger, à baisser, à descendre de manière peu importante, le temps que les positions accumulent. Mais lorsque les gros joueurs vont prendre la décision de liquider ces blocs, ici, ça va se faire en une semaine. Le prix peut prendre 10-20% d'un coup, en quelques jours. Et comme d'habitude, tout le monde sera surpris. Et dans cette surprise, tous les investisseurs particuliers vont commencer à se réintéresser aux crypto-monnaies et ils vont commencer à acheter, mais le gros de la hausse sera déjà passé. Et il sera trop tard. Donc pour ne pas subir vos émotions, je vous invite avant de prendre une décision à regarder ces 3 indicateurs. Et vous aurez les liens en description. Donc ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées et de comprendre ce qui se passe et de savoir si vous êtes dans la masse, sachant qu'à court terme, la masse a toujours tort. Je rappelle rapidement avant de continuer que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et si vous trouvez que les informations que je vous présente sont de qualité, vous pouvez vous abonner, liker et commenter pour soutenir la chaîne. Un grand merci à ceux qui le feront. Et en parlant de masse, on va se pencher sur la masse monétaire. Très belle transition au passage. Ça peut être un terme compliqué et vous inquiétez pas, je vais faire simple. Donc même pour les plus débutants en économie d'entre vous, vous allez comprendre. Pour faire simple, chaque pays a une monnaie. Jusque là, on est d'accord. Et chaque monnaie a une valeur et une quantité de monnaie qui existe. Il y a une quantité définie d'euros par exemple. Si on prend l'exemple que la valeur ne monte pas et qu'on va commencer à imprimer, à augmenter la quantité d'argent. Puisque la valeur n'a pas monté, imaginons qu'il y a une valeur de 1 milliard. S'il y a 1 milliard de billets, le prix unitaire du billet, ça va être 1 euro. Et si vous doublez la quantité de monnaie, que la valeur est de 1 milliard et qu'il y a 2 milliards de billets, la valeur d'unité d'un billet va être de 50 centimes. Et ça va être une dilution du pouvoir d'achat de la monnaie. Et donc cette décision d'imprimer de l'argent et de diluer la monnaie va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est une inflation des prix à la consommation. Et dans notre cas théorique, où du jour au lendemain, on va doubler la quantité de monnaie, l'inflation, en quelques jours, quelques semaines, quand elle sera généralisée, peut-être un petit peu plus, sera de 100%. Donc les prix ont doublé, parce que la monnaie, en fait, aura perdu la moitié de sa valeur. Bon, bien sûr, il y a d'autres causes à l'inflation. La quantité de monnaie ne double jamais du jour au lendemain, c'est linéaire. Une des principales conséquences, je dirais au moins 60-70%, peut-être plus, c'est la quantité de monnaie en circulation. Et donc, ce choix de modifier la quantité de monnaie et de toucher à l'inflation, c'est un choix politique. À aucun moment, les dirigeants de l'Union européenne, au hasard, ne savaient pas que l'inflation allait arriver et faire baisser le niveau de vie des populations et des plus pauvres. Ils le savaient. Ils le savaient, ils l'ont choisi en connaissance de cause. Et pour dire ça, je m'appuie sur leurs travaux. Donc les travaux de recherche de la Banque centrale, qui utilisent les chiffres sourcés de la Banque centrale européenne, qui a publié ce tableau où on voit très clairement la relation entre inflation et masse monétaire, et que l'inflation est une des conséquences directes, avec un décalage de quelques mois, de l'augmentation de la masse monétaire. Et la deuxième conséquence de l'augmentation de cette masse monétaire, c'est que puisque le prix de l'unité de mesure donc d'un billet va baisser, de l'autre côté, les actifs, donc les actions, l'immobilier, les cryptos, etc., vont avoir une hausse de leur prix proportionnellement à la baisse des prix de la monnaie. En fait, ils vont simplement garder leur valeur pendant que la monnaie va, elle, perdre. Et donc, pour comprendre ce qui s'est passé sur le Bitcoin, plus précisément, on va aller regarder un graphique qui montre l'évolution de la quantité de monnaie par an. Donc là, c'est calculé comme l'indice de l'inflation. Donc, si cette barre diminue, c'est pas que la quantité baisse, c'est qu'elle accélère moins vite. Et on peut voir que lorsque la monnaie perd de plus en plus de sa valeur, donc lorsqu'on va imprimer de plus en plus de monnaie, donc là par exemple, d'une année à l'autre, on a augmenté de 15% la monnaie, eh bien, ça fait diminuer la valeur de la monnaie, et de l'autre côté, les actifs, donc comme les crypto-monnaies ici, de manière extrêmement cyclique basée sur cette impression monétaire, ont pris de la valeur. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que sur le long terme, le Bitcoin prend de la valeur. Même s'il n'y a plus d'impression monétaire, le Bitcoin va quand même continuer à monter, puisque sa valeur augmente plus que celle des monnaies.
Et il ne faut pas oublier que cette impression monétaire est un accélérateur de cette prise de valeur. Et les cycles donc de 4 ans du Bitcoin sont basés en grande partie sur le fait qu'il y ait une cyclicité ponctuelle ici de l'impression de la masse monétaire, mais rien ne dit que ça va continuer. Rien ne dit que, au lieu que ce cycle d'impression monétaire dure 4 ans avant de rebaisser, il dure 5, 6, 7 ans. C'est tout à fait possible. Et donc, tant que cette cyclicité est maintenue au niveau de l'augmentation de la masse monétaire, eh bien, on va avoir une cyclicité du Bitcoin, mais sinon, rien ne garantit que les cycles des crypto-monnaies vont être stables et ne vont pas être modifiés. Et le point positif en tant qu'investisseur, c'est que cette impression est en train de réaccélérer. On peut voir ici qu'on était assez stable depuis quelques temps. Depuis 2021, on était même en déflation, donc une baisse de la masse monétaire, où on supprimait de la quantité d'argent. On peut voir ici sur le graphique où on voit la totalité de la quantité de monnaie. On voit que ça s'est restabilisé et que là c'est en train de repartir à la hausse, à raison de 5% sur l'année glissante. Donc bon, ça commence à être plutôt pas mal. Et généralement, lorsqu'on va avoir une augmentation de cette masse monétaire, c'est pas ponctuel, c'est des cycles, et donc lorsqu'ils vont commencer à augmenter, ça va se faire sur plusieurs années. Donc généralement, ils ne font pas que sur un mois une augmentation de la masse monétaire, puis plus rien après. Mais si on regarde depuis 2023, quelque chose a changé. Le prix du Bitcoin, ici, monte, alors que la masse monétaire ne monte pas. Elle est en train de recasser et de faire des nouveaux plus hauts, puisqu'on est en train de connaître une réaccélération de la pression monétaire. Mais on peut voir ici que depuis 2022-2023, le Bitcoin monte énormément, il est allé retoucher ses plus hauts, sans augmentation de la masse monétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la valeur du Bitcoin qui est montée. Et c'est en relation directe avec le fait que Bitcoin soit en bourse. Les ETF attirent et accumulent une quantité d'argent dans le Bitcoin qui est juste démesurée. Bitcoin pourrait tirer son épingle du jeu de l'incertitude actuelle, car il est de plus en plus considéré comme une valeur refuge, selon le dernier rapport de BlackRock. Si on regarde les performances de chaque actif, 10 et 60 jours après un choc géopolitique important, donc là on parle de la guerre en Iran, du Covid, des élections américaines, de l'invasion russe en Ukraine, etc. Donc c'est vraiment des chocs géopolitiques très importants. Eh bien on va comparer le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, l'or et le Bitcoin. Et on peut voir que les deux seuls actifs qui ne s'écroulent pas après des chocs géopolitiques, c'est l'or et le Bitcoin. On regarde 60 jours après, généralement ils sont bien plus en hausse que le SP500. Et si on compare l'or et le Bitcoin, on peut voir que, mis à part le Covid ici, Bitcoin fait toujours mieux que l'or. 10 jours après, et 60 jours après c'est encore plus marquant, où ici le Bitcoin va avoir de bien meilleures performances, de bien meilleures réponses aux chocs géopolitiques. Donc le Bitcoin est en train de devenir une valeur refuge et un actif sûr, comme le dit le PDG de BlackRock. Qui est extrêmement marrant puisque les institutions, toutes les banques, etc. crient sur tous les toits que le Bitcoin est extrêmement risqué. Et aujourd'hui, le plus gros fonds d'investissement du monde annonce que Bitcoin est une valeur refuge et est un actif sûr. Bon, bien sûr, BlackRock a des incitations financières à dire que le Bitcoin est sûr, puisque ça leur fait gagner de l'argent si le Bitcoin monte, mais les chiffres ne mentent pas. Et si on regarde au niveau des ETF, donc les Bitcoins en bourse, on peut voir qu'il y a bientôt 5% des Bitcoins qui sont bloqués par des institutions telles que BlackRock, Grayscale, Fidelity et tous les autres. C'est déjà 5% des Bitcoins, c'est énorme. Et cette part continue de monter, doucement mais sûrement. Là on avait eu la grande folie lors du lancement. On était arrivé à 1% depuis janvier d'augmentation. Mais ça continue, ça continue, ça continue. Et ces ETF absorbent des Bitcoins et c'est une liquidité énorme qui entre dans le Bitcoin. Donc non, le bull run n'est pas encore arrivé. Tous les facteurs qui permettent un bull run, soit des liquidités qui entrent et une augmentation de la masse monétaire et l'intérêt des particuliers, sont en train de se réunir progressivement pour permettre une hausse dans les prochains mois. Et mon avis personnel, c'est que toutes les personnes qui veulent acheter des crypto-monnaies en ce moment sont sûrement en train de louper une belle occasion s'ils ne se positionnent pas maintenant. Car dans quelques mois, ou peut-être même dans quelques semaines, il sera trop tard. Je précise qu'il est impossible de savoir s'il va bien arriver, ni dans combien de temps, mais le Bitcoin est dans tous les cas une réserve de valeur qui permet de se protéger de la perte du pouvoir d'achat, et selon les dernières recherches des institutions, Bitcoin serait aussi une valeur refuge. Il est donc, au fur et à mesure du temps, en train de préserver la valeur et de remplacer l'or. Malgré que ce soit pas pour ça qu'il a été conçu, le marché, sur le long terme, a toujours raison. Et donc,
la hausse du Bitcoin va arriver très prochainement. Si la vidéo t'a plu et a fait évoluer ta vision du marché et de la situation actuelle, tu peux me le rendre en t'abonnant, et je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo où tu vas comprendre pourquoi je suis en train de vendre la moitié de mes TAO, et donc de mes cryptos d'intelligence artificielle, et pourquoi l'IA a un gros problème en ce moment selon moi.